bureau était ouvert 24/24. J'avais des personnes qui dormaient, qui travaillaient la nuit dans mon bureau, mais des centaines de personnes qui travaillaient la nuit, hein. Parce ça a accéléré très très vite. Et donc j'ai pas fait 1 million d'euros aux États-Unis, je fais beaucoup plus, parce que effectivement tu te retrouves avec pas mal de zéros sur un compte en banque. T'es préparé. C'est pas comme un but dans un match de foot où tu te dis d'un truc un peu imprévu, tu sautes de joie. En fait, ça fait des mois que tu es dessus, donc tu sais que ça va arriver, t'as confiance en toi. Et donc quand ça tombe pas des nues en mode qu'est-ce que je fais avec ça, hein. Tu vois, c'est pas la même, c'est ni la même adrénaline, ni t'avais un petit bout de temps que ton cerveau a intégré que ça allait arriver. Il façonne les marques, bouscule les règles et réinvente le business. Dans BZ le podcast, je donne la parole à celles et ceux qui construisent l'économie de demain. Entrepreneurs, experts, créateurs, leurs idées, leurs stratégies, leurs coulisses pour inspirer vos décisions. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Thomas Rebaud. Donc, enchanté Thomas. Tu es multi-entrepreneur. Tu as monté notamment Miro. On y reviendra tout à l'heure, pour laquelle tu as fait une grosse levée de fonds. Tu as également monté Aka. Tu es maintenant aussi business angel puisque tu investis dans différentes startups. Et tu es aujourd'hui dans BZ pour nous donner un peu ton expertise. Tu vas nous parler de ton parcours et quels conseils aussi on peut donner du coup aux entrepreneurs qui nous regardent. Donc, bienvenue Thomas. Mais merci de me recevoir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu tes premiers business et comment tu as voulu te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir entrepreneur? Qu'est-ce qui m'a donné envie de me lancer? Une culture familiale et principalement la compréhension que je pouvais pas avoir de boss. D'accord. Me taper sur le système. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je travaille pour moi. Alors, après, dans quoi je savais pas à ce moment-là, j'étais jeune. Je me suis lancé, j'avais 25 ans. 26 ans. Quel était ton premier business du coup? Entendu dès que je suis vieux maintenant. Mon premier business, c'était une plateforme, c'était une marketplace dans le crédit conso. D'accord. Ça consistait à donner des crédits conso, donc pour ta voiture, tes travaux, ce que tu veux. Ce qui rentre dans le monde du crédit à la consommation légalement, à des taux zéro, en faisant de l'affiliation auprès de commerçants. Donc, tu veux une voiture, j'avais signé 40 concessions auto dans Paris, tu prenais un crédit chez moi, je t'envoyais dans la bonne concession, et moi, comme je récupérais une commission sur les ventes, je te faisais en sorte que tes intérêts étaient gratuits. Enfin, il n'y a pas d'intérêt, parce que je te les remboursais. D'accord. C'était une belle réussite ou quel... Non, c'est un échec complet. Mais mais t'as 25 ans, c'est un échec complet parce que quand tu montes ta boîte au début, quand tu sors d'école, t'apprends rien de la vie réelle en école. Fac, etc. Au global, t'apprends pas. D'ailleurs, c'est pas fait pour ça, je crois. Mais donc, t'apprends pas de choses concrètes. Et donc, si tu sors et que tu montes ta première boîte, même si c'est une vente de micros, voilà, tu veux vendre des micros, bah, tu sais pas comment légalement monter ta boîte, tu connais rien à la compta, tu sais pas faire un site web, l'acquisition en ligne, tu sais pas comment ça marche, tu connais rien. Concrètement, t'y vas, même si t'as un cerveau bien fait, je dis pas que c'est mon cas, mais même si t'as un cerveau bien fait, t'y vas avec des bonnes idées. Factuellement, ça plante parce que le web, c'est un métier à part entière que tu connais pas. Parce que faire un site web, tu vas te faire arnaquer 43 fois, parce que tu mets 3 mois à faire un truc qui prend 3 jours, etc. Donc, tout le monde ne foire pas la première boîte. C'est quand même très fréquent. Après, ça fait un très très bon MBA, hein, parce que du coup, tu passes 18 mois, 24 mois là-dessus, mais quand t'en sors de là, t'es bien meilleur que si t'étais allé dans, je sais pas quel MBA HEC. Donc, je le recommande. Vaut mieux le faire tôt d'ailleurs, parce que tu perds de l'argent au passage, donc c'est plus simple à 25 à 45. T'as moins de charges et de responsabilités. Mais, non, c'était un gros fail. L'idée était très bien, par contre, je la referais bien volontiers. J'ai un peu la flemme de repartir sur des trucs que j'ai déjà fait, mais je la referais bien volontiers. Et un de tes plus gros succès, c'est Miro, du coup, une startup que tu as montée, je crois qu'il est assez technique, assez pointu. Ouais. Est-ce que tu peux me dire en quoi consistait l'activité de Miro? Alors, Miro.com, c'était du B2B, donc c'est normal que tout le monde connaisse pas en B2C. Succès, si tu définis le succès par l'argent généré, les levées de fonds, etc., c'était effectivement assez incroyable à l'époque. Il me semble qu'on avait fait la plus grosse levée de fonds d'Europe. 205 millions de dollars, je crois. Sur la troisième levée de fonds, c'était 205 millions de dollars, ouais. Mais à cette époque-là, c'est 2019, ça se faisait pas trop. En tout cas, en France, il y avait plus vraiment personne. OVH avait fait un truc il y a pas longtemps. Et donc, factuellement, on a débarqué de nulle part, personne nous connaissait, c'est B2B, etc., etc. Et tu vois dans la presse un truc qui sort à plus de 200 millions de trucs, tu fais qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était assez cool, en termes d'effet d'annonce. Et ça faisait quoi? Le but, c'était d'améliorer, c'est encore d'améliorer dans le e-commerce, ou en tout cas tout ce qui se fait en ligne, la conversion des acheteurs. Et donc, quand toi, tu veux acheter chez Zara un vêtement, ou que tu veux aller sur Airbnb louer un appartement, ou que tu veux aller sur ton application Deliveroo pour commander à manger, etc., t'arrives sur une page et la grande majorité, t'es sur des taux entre 95 et 99%, une fois qu'ils viennent sur une page, ils la quittent. Ça s'appelle le taux de rebond. Et donc, t'arrives dessus, L'Oréal, t'as eu une pub, ou qu'importe, tu l'as cherché, t'arrives sur la page, tu regardes 3 trucs et tu t'en vas. Et on a commencé à lier le taux de conversion, donc le taux d'achat de ces gens qui arrivent sur un site web, à la qualité des photos qui sont présentées de ce que tu vas acheter. Gad Elmaleh, on a fait un très très bon sketch d'ailleurs. C'est pour ça que quand tu vas chez McDonald's, t'as des très beaux burgers qui donnent envie de manger. Et donc une logique assez évidente. Plus la photo est belle, plus t'as envie d'acheter. Pas bien mise en pratique. Et donc t'avais 2 cas de figure. T'avais les photos inexistantes ou en tout cas souvent inexistantes, ou auprès de gros acteurs qui étaient ok pour les payer. Simplement, il n'y avait pas de logistique de photographes
dans le monde qui pouvaient le faire. Donc on a monté une marketplace de photographes, c'est un peu comme Uber, hein, même si j'aime pas ce mot-là, parce que c'était pas vraiment les prix, c'était pas cela. Mais une marketplace de photographes où sur un peu plus de 100 pays, quand t'étais une entreprise, que t'avais besoin de photos, tu pouvais cliquer sur un bouton, et j'avais un photographe dans la 4e ville de Thaïlande. Enfin, je parle au passé parce que je travaille plus là-bas, mais qui venait photographier ton restaurant, l'appartement, des vêtements, ce que tu veux. Donc c'était la première partie. Mais ceux qui sont prêts à faire eux-mêmes des shootings photos, mettons que ça coûte 100 € un shooting photo, c'est assez limité. Et donc en deuxième partie, on allait monter une suite d'outils d'IA à l'époque où c'était beaucoup moins connu, puisqu'on parle de ça de 2017, etc., etc. Il n'y avait pas encore ChatGPT, tout ça. Une suite de software et d'outils qui te permettent sur tes images à toi de venir les rendre plus belles et de les améliorer. Voilà. Et après on traquait tout ça pour prouver que quand on faisait de l'A/B testing, pour prouver que quand tu mets la photo de ton micro que tu veux vendre à l'arrache sur le bon coin, ou quand tu mets une belle photo de ton micro, et ben en fait tu vends beaucoup plus. C'est ça qu'on a fait et ça a cartonné, donc ça allait très vite. Bah, très bien. Et comment t'es venu cette idée qui est plutôt assez atypique pour le coup? Le 3/4 des idées, elles viennent en lisant, en regardant des films, ou des formations, des vidéos, en regardant des trucs ou en rencontrant des gens. Il n'y a pas beaucoup d'autres cas que ça. Parfois, t'es illuminé au réveil après un rêve bien fait. Mais dans le cas présent, j'ai rencontré une personne qui était photographe, qui avait fondé Miro d'ailleurs à ce moment-là. Et ça venait d'être créé. Moi, j'ai rejoint tout au début. Ça faisait quelques millions d'euros de chiffre d'affaires. Qui était entre autres photographe et entre autres agent immobilier, il faisait un peu les deux, et il avait à Neuilly embauché en freelance 3 photographes, et s'était mis en tête qu'il pouvait processer un peu le monde de la photographie pour la rendre un peu moins absurde. Parce qu'à ce moment-là, dans l'immobilier notamment, parce que j'ai commencé par ça, même si c'est très très loin de ce que j'ai fait in fine, un photographe te facturait 1000 balles, l'autre 300 balles, l'autre 600, t'étais livré 3 semaines après, les prix, bref, tu t'avais aucune consistance de la qualité du prix. On s'est dit attends, c'est quand même pas sorcier. Pour la grande majorité des appartements, en fait, tu peux mettre en place un process, un nombre de photos par nombre de mètres carrés, une qualité, etc., et on va récupérer la retouche en interne parce que ça prend 3 plombes à un photographe, et on va le faire nous-mêmes. Je suis parti là-dedans, tu rentres dedans, tu sais pas du tout, tu seras 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, tu commences, tu te rends compte que ça date à plein d'autres secteurs que l'immobilier, tu te rends compte qu'en fait la retouche d'image, si tu l'as fait en interne, tu vas te retrouver à avoir 1000 employés qui retouchent, parce qu'on en faisait des dizaines de milliers de photos par jour. Donc tu vas te retrouver à faire avec des milliers de retoucheurs pour le faire, ça va être ingérable, c'est l'enfer, et donc faut mettre de l'IA dessus, donc tu mets l'IA dessus, après tu te dis mais ok, mais quid de tous ceux, à savoir la grande majorité d'internet, qui ne commanderont jamais le moindre shoot, ce qu'on fait d'eux. Et bah peut-être que la retouche qu'on a faite en interne pour nous, peut-être qu'on peut la vendre pour autrui. C'est un peu comme Amazon, ils ont commencé à créer leurs data centers au tout début pour eux, et ils se sont dit attends, j'ai de l'espace libre sur mes serveurs, plutôt que de perdre de l'argent, je vais les louer à une tierce personne. Et puis on a commencé cloud, etc. C'est un peu les mêmes logiques. Donc tu rentres sur un premier sujet, et en fait tu te raccroches à plein de branches, et tu te rends compte que le marché est soit différent de ce que tu pensais, donc tu pivotes, soit tu peux aller attraper plein d'autres branches et grossir la taille de ce que tu fais. Toi tu fais du podcast aujourd'hui, je dis n'importe quoi, peut-être que tu vas dans 3 mois te rendre compte que revenons au micro, ça va être l'exemple de la journée, que en fait les micros sont mal conçus pour des podcasts, et tu vas te dire, tu vas commencer à vendre ou à louer des micros. Et dans 5 ans en fait tu fais plus que de la vente de micros. Mais toi, t'as eu un chemin, hein? On voit le côté entrepreneur. Non, mais tu vois, mais ça peut arriver, concrètement. D'ailleurs, je suis pas sûr que quand tu te vas lancer dans cette nouvelle aventure, tu t'es dit, je vais faire un podcast. C'est pas ce qui s'est passé. Et tu te dis, en fait, en termes de vues, de machin, etc., en termes d'exposition médiatique, c'est intéressant, tu te retrouves à faire des podcasts. Bien sûr. Bah, c'est pareil. Ok, voilà. Très intéressant. Et donc, sur Miro, tu as fait une levée de fonds de 205 millions de dollars, à peu près. Ouais. Comment ça se prépare? Comment ça s'anticipe? Et surtout, je pense, le plus compliqué, c'est comment tu gères. Parce que j'imagine que, alors je sais pas si tu reçois comme ça 205 millions de dollars, sur ton compte. Et comment tu dépenses, justement, sur telle ou telle activité? Comment tu fais en amont et après, du coup? Comment je lève de l'argent et après comment je dépense? Exactement. Parce que du coup, quand t'as beaucoup d'argent, tu peux avoir tendance à vite dépenser n'importe comment, donc. C'est le bordel dans les deux cas, hein. Comment tu lèves de l'argent, alors en fait, moi, je dis souvent qu'il faut, je le dis en anglais, donc en français, ça va donner. Il faut que tu travailles à présent, aujourd'hui, en fonction des objectifs de demain, et que tu rétroplanes en fonction du futur. Donc si tu sais où tu vas être dans 12 mois, ça te donne concrètement ce que tu dois faire demain, et donc en fonction de là où tu veux être dans 12 mois, ce qui était dans mon cas une croissance très agressive, je savais que j'ai besoin de cash, et donc j'ai computé à rebours de combien de cash il me fallait. Une fois que tu dis ça, tu te dis bon très bien, pour arriver à mon objectif de dans 12 mois, qui est faire 100 millions de chiffres, j'en fais 30, je dois faire x3. Qu'est-ce que je fais? Et donc là, tu fais ton budget, tu fais, il me faut 200 sales, 30 millions en acquisition marketing, en produit tech, il me faut 200 gars, etc., et tu refais ça. Et donc, c'est comme ça que tu fais ton budget en amont de la levée. Et souvent, tu te trompes dans ton budget, etc. Donc, c'est pas un truc fixe. En fait, tu te rends compte que tu changes les 3 jours, parce qu'il t'adapte en fonction des différentes choses qui t'arrivent, dont tu te rends compte au quotidien, etc.
C'était Tyson qui disait on a tous un plan, jusqu'au jour où on se prend une pêche, et tout d'un coup ça change. C'est un peu ça, t'as un plan sur l'année qui vient, et tout d'un coup t'as le Covid, tout d'un coup t'as je sais pas quoi, et en fait ça change. Donc c'est un peu ça le truc. Et sur la levée de fonds, une fois que t'as ça et que t'as la vision claire, il faut que t'embarques les gens à qui tu parles d'abord sur toi, c'est-à-dire faut qu'ils se disent ok, ce mec là ou cette fille là, vu la levée qu'il fait, il faut que la vente de la boîte se fasse à des valos en milliards d'euros absurdes. Il faut que ce mec-là, ce soit le bon pour casser la baraque. Sinon, t'as beau avoir le meilleur projet, ils rentreront pas. Donc c'est le premier point. Et après, il faut que tu arrives à les embarquer sur une vision. Concrètement. Donc c'est où est-ce que tu veux aller, pourquoi, c'est quoi le monde de demain sur lequel tu penses que tu es bien positionné pour aller répondre à tel et tel sujet, etc. C'est ça le gros enjeu. Évidemment, quand tu es sur une série C, donc pour moi c'est un 4e tour d'investissement, ça ne marche pas sans chiffres, hein, c'est pas de la vente de tapis, t'arrives pas avec une vision et puis t'as des gens incroyables qui disent bien sûr je vous suis, ça marche pas comme ça. Donc t'arrives aussi avec un deck, donc le deck c'est le PowerPoint de levée de fonds, et ce deck il doit être chargé en chiffres qui vont prouver que tu avais déjà su exécuter. Tu peux prouver que tu sais exécuter ce que tu vends comme vision et comme avenir si t'as déjà en aval montré que t'étais bon. Voilà. T'arrives, t'enchaînes, t'envoies ton port, tu mets 2 mois à faire, parce que là c'est une grosse série donc ça se prépare, tu mets 1 mois et demi, 2 mois avec tes équipes à faire les business plans, les decks, les machins, etc. Et après t'envoies ça à 200 fonds et tu pars dans ce qui s'appelle un roadshow. Donc tu prends ta valise et tu disparais pendant 2-3 mois de ton bureau, tout en devant quand même gérer la boîte. Donc là c'est rock'n'roll, et tu vas voir 1 millier de fonds d'investissement. Tu les pitches, il y en a qui disent c'est pas ma thèse d'investissement, l'autre qui disent les chiffres me suffisent pas, l'autre qui dit j'aime pas ta tête. Sur les 200, sur les 100, il t'en reste 5%. Donc on va dire qu'il t'en reste entre 5 et 15, on va dire. Eux ils rentrent en 2e tour, ça s'appelle le deep dive, le 2e tour, donc c'est à dire qu'ils vont creuser les chiffres plus sérieusement, vraiment rentrer dans les trucs importants. C'est quoi, est-ce que les clients restent dans le temps, c'est quoi ta vraie marge unitaire quand tu vends. Donc moi c'était un shoot photographique, quand tu vends un shoot tu fais quelle marge, comment ça fonctionne, et après le deep dive tu continues à creuser jusqu'au moment donné où t'as des mecs qui te posent des term sheets. Donc ils te disent ok moi je suis prêt à rentrer à je sais pas, je mets 100 millions sur une valo de 700, l'autre te dit je mets 30 millions sur une valo de 800, etc. Et après tu rentres dans une négo, donc tu négocies les term sheets, tu choisis ceux avec qui tu veux partir, t'en fous 3 au même endroit, tu signes, donc tu closes les term sheets, et là tu rentres sur une due diligence, ce que je suis d'ailleurs en train de faire sur ma nouvelle boîte en ce moment, un bel enfer, AK.app, un bel enfer, et donc là tu pars sur 6 semaines, t'essaies d'aller vite, donc ça fout la pression pour tout le monde. T'as 10 cabinets d'avocats, plusieurs cabinets de compliance, des cabinets de des cabinets en droit social, etc., qui vont regarder que ce que t'as dit pendant ces 2-3 mois de roadshow, c'est pas du pipeau et que ça cache pas un squelette dans le placard. Donc là, c'est quand t'as une boîte qui grossit un petit peu, tu te retrouves à devoir livrer des milliers de documents, à faire une consolidation comptable, etc. Donc c'est complexe. Il y a plein de gens qui sont impliqués dans le truc. Et puis tout le monde est content. Le jour J, t'arrives, t'as des centaines de pages à signer, tout le monde est content. Tu négocies en général des derniers trucs parce que un fonds d'investissement, la dernière minute, il t'en met une. Donc concrètement, à la dernière minute, il y a une clause qui change, un truc qui dit qu'en fait ça marche plus, etc. Donc t'as des négociations jusqu'à la dernière seconde, même si t'avais déjà négocié les conditions principales dans la term sheet. Même le jour où tu signes, en fait. Ouais. Ah bah moi ça a duré 6 heures mon closing, donc c'est 6 heures, ça a duré de 19h30 à 1h30 du matin, quoi. Voilà. Parce que j'étais pas d'accord, parce que en gros tu signes une term sheet. Donc une term sheet c'est le mot anglais pour dire lettre d'intention. C'est on appelle ça, on dit que c'est non-binding. Donc tu peux sortir d'une term sheet et dire en fait je fais pas le deal. Un fonds a le droit de faire ça. C'est assez rare, mais ça se fait quand même fréquemment. Tu vois, c'est rare mais c'est fréquent. Bon, en proportion, je sais pas, ça doit être peut-être 5% du temps, 10% du temps. Et donc dans la term sheet que tu as bien négocié avant de t'assurer que tu partais avec eux, que t'as arrêté le tour, parce que du coup tu parles plus à personne, t'as une clause d'exclusivité, tu négocies des petits trucs. C'est pas juste ok je mets 200 millions sur une valeur de je sais pas combien. Et donc tu dis je veux ça, des deux côtés. Tu signes, là tu te dis c'est bon, les clauses principales ont été négociées. Pas du tout. D'abord il y a plein de clauses qui se rajoutent et plein de petits détails qui se rajoutent. Par exemple la garantie de passif, c'est-à-dire si t'as menti, qu'est-ce que tu leur dois, par exemple, qui se négocie pas dans une term sheet, ou dans même les conditions de la term sheet. Bah en fait, il y a plein d'avocats qui rentrent dans la boucle. Donc là, vraiment, je devais avoir 10 cabinets d'avocats, à peu près, qui se parlent. Toi au milieu, les partenaires des fonds, des machins, etc. Et il y en a qui disent, ok, non mais ce truc-là a été signé dans la term sheet, mais c'est impossible qu'on dise oui à ça. En fait, le partenaire qui a signé ça, il s'est trompé, il a pas compris que, etc. Et en fait, rebelote. Et donc en fait, jusqu'au dernier jour, même si tu as déjà négocié les trucs en amont avant de signer la term sheet ou la lettre d'intention, tu continues de négocier, quoi. Et parfois, ça se fait pas. D'accord. Tu closes, c'est fini, ils envoient l'argent sous 45 jours. Et c'est reparti. Alors toi qui étais un spécialiste de l'hypercroissance,
Quand tu reçois 205 millions de dollars comme ça, comment tu gères et quelles sont les premières décisions que tu peux prendre et quels conseils du coup on peut donner à des gens qui ont des levées de fonds comme ça pour apprendre à gérer son argent? En tout cas, c'est alors pour ceux qui font des levées de fonds de 205 millions, je pense que j'ai pas de conseils à donner. Mais si on prend des levées de fonds, c'est de pas de cramer le pognon. Hein, c'est ça ce que j'ai un peu fait aussi au tout début d'ailleurs, hein, parce que effectivement, tu te retrouves avec pas mal de zéros sur un compte en banque. T'es préparé. C'est pas comme un but dans un match de foot où tu te dis d'un truc un peu imprévu, tu sautes de joie. En fait, ça fait des mois que tu es dessus, donc tu sais que ça va arriver, t'as confiance en toi. Et donc quand ça tombe pas des nues en mode qu'est-ce que je fais avec ça, hein. Tu vois, c'est pas la même, c'est ni la même adrénaline, ni t'avais un petit bout de temps que ton cerveau a intégré que ça allait arriver. Donc ça tombe pas non plus dessus dans les faits. Tu savais que t'allais avoir ce budget-là. Le conseil, c'est d'avoir des runways supérieurs à 24 mois. Donc un runway, c'est le temps c'est en fonction du cash que tu brûles tous les mois. Donc ce que tu perds en cash tous les mois, c'est combien de mois t'as devant toi. Ça s'appelle un runway. Voilà. On emploie quasiment que des mots anglais dans ce secteur. Donc je sais même pas s'il y a des mots français, tu vois, pour l'exprimer. Donc c'est la durée qui te reste avant de ne plus avoir de cash. Runway, quoi, le chemin où tu cours, je sais pas comment, pas préciser. Et donc c'est de ces 24 mois minimum. Mais en réalité, plus le montant de la levée est fort, plus je pense que ce runway doit être étendu. Parce que tu lèves 2 milliards, ça sert à rien non plus de le dépenser en 24 mois. Mais ça dépend de l'agressivité de la croissance que tu veux faire. Plus tu veux être agressif, plus il faut que tu lèves. Et donc, deuxième recommandation que je m'appliquerai moi-même en 2018, 2019, 2020, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc, faire x12 sur une année, c'est pas utile. Concrètement. C'est pas mal. Ouais, mais on vit ça souvent parce qu'on se rêve, quand tu pars dans la course au scale, ça veut dire que tu es le profil à voir les choses en grand. Tu te dis, je veux ressembler à cette boîte-là, je veux tout exploser, je veux être l'entrepreneur du siècle, etc. Tu rentres dans cette logique-là, et donc tu rentres pas dans une boîte très belle pour autant, mais qui lève pas d'argent, qui lève un petit peu, et qui va être vendue, et ce serait déjà incroyable, qui va être vendue 10 millions d'euros, et c'est génial. Tu te dis, non, moi, c'est mort, c'est 10 milliards ou rien. Donc tu rentres dans ce mindset-là, et donc, comme t'as pas envie de passer 22 ans, et qu'en plus, la valeur de ta boîte dépend de ta croissance, de ta vitesse de croissance, plus tu vas vite, plus elle vaut cher, c'est normal. Parce que l'acheteur se dit que s'il achète ta boîte maintenant, elle fera x12, donc voilà. Et bah, tu te mets parfois des objectifs un peu fous qui stressent trop la boîte et qui te font faire des bêtises. Et donc tu dis, ok, si je dois faire x12, je pousse le bouchon loin pour expliquer, mais si je dois faire par exemple cette année x3, alors tu fais déjà, je dis n'importe quoi, 100 millions d'euros de chiffre, de faire x3, c'est débile. Sauf cas très particulier, c'est vraiment très 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 dur de faire un x3 sur l'année en partant de 100 millions. Quand tu fais 10 000 euros par an, c'est facile. Voilà. Et donc c'est de se rappeler que le runway, faut le faire le plus long possible, et deux, qu'il faut se mettre les bons objectifs, même quand on a bien grossi. Et que faire un petit x2, c'est très très bien. Et que ça évite d'embaucher 3 fois trop de sales, trop vite, ou dépenser trop vite du marketing alors que tu sais pas encore bien ce qui marche pas. Et donc finalement, de jeter une bonne partie de l'argent par la fenêtre en testant. Voilà. Je te dirais, prends ton temps, c'est un marathon, pas un sprint. D'accord. Donc au départ, Miro était une start-up française, tu as réussi à la passer à l'international. Donc comment on fait quand on n'a pas de réseau, et quels conseils tu peux donner du coup pour ceux qui veulent aller un peu au-delà de la France? Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Moi, je suis en B2B. Il y a d'autres personnes qui font du B2C, du coup. Il y en a d'autres qui font du B2C en retail. Donc, par exemple, ce qu'on appelle le retail, c'est le commerce de détail. Ça va du magasin de vêtements au restaurant. Si tu montes un restaurant et que tu veux ouvrir à l'étranger, ce sera pas du tout la même façon de faire que si tu as une boîte en B2B ou une application mobile en B2C comme Snapchat, si tu veux. Moi, j'étais en B2B, c'était un software et une marketplace, et donc mon but du jeu, c'était de trouver des clients qui étaient des entreprises. Concrètement, je mets de côté la partie photographe. Vraiment côté vente, fallait que j'aille vendre à, je reprends L'Oréal, le fait que cette année, elle allait faire 1 million d'euros de photographie sur 18 pays pour différents produits qu'elle a besoin de mettre en valeur, et c'est moi qui allais les faire. Et du coup, quand tu fais du B2B, le plus simple, c'est pas d'aller à l'étranger et de prendre ta valise et de te poser là-bas avec, je pense, et de créer une structure sur place, etc. C'est de faire de la vente avant de partir. Et une fois que tu as une petite base de clients, d'y aller. Notamment parce que, faut d'abord toujours tester avant de se lancer. Et donc ça marche quand tu crées une boîte, mais ça marche quand tu crées un pays aussi, entre guillemets. Et ce pays-là est pas forcément aussi réceptif que là où tu as monté ta boîte. Tu as des boîtes qui marchent très bien en Inde et qui marchent pas du tout en France, par exemple. Et deuxièmement, parce que c'est bien d'avoir une petite base de revenus dans la zone avant de commencer à s'installer, à prendre un cabinet de trucs, monter une filiale, prendre des bureaux, prendre des gens, etc. Puis tu crames et t'as pas un euro de chiffre. Donc, dans le cas de B2B,
software, ou que tu vends peu importe, sidérurgie, peu importe, tu fais du B2B, il faut, à mon sens, vendre un certain montant avant de se dire ok, j'y vais. Ça va dépendre des sujets. Moi, ça pouvait être je vends 1 million d'euros dans ce pays, et quand j'ai dépassé le 1 million d'euros, c'est parti. Et donc ça consistait à soit le faire en moi-même, soit prendre 3 sales et d'aller shooter sur LinkedIn, peu importe où, par mail, etc., des gens pour les convaincre de prendre mes services. Ça veut dire que t'opères à distance au début, et donc quand t'opères à Los Angeles, New York, pour moi des shoots photographiques, enfin des shoots photos, ça veut dire qu'il y a des gens qui dorment pas à Paris parce qu'il y a un décalage de 9h avec Los Angeles. Donc si t'as un shoot à 20h à Los Angeles, il est 4h du matin à Paris. 5h du matin, pardon. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut que tu mets une rotation. Donc j'ai mis en place une rotation à Paris. Donc mon bureau était ouvert à 24/24. J'avais des personnes qui dormaient, qui travaillaient la nuit dans mon bureau, mais des centaines de personnes qui travaillaient la nuit dans mon bureau. Parce ça a accéléré très très vite, et donc j'ai pas fait 1 million d'euros aux États-Unis, je fais beaucoup plus. D'ailleurs, la France représentait quand je suis parti en 2021, début 2022, représentait 5% de mon CA, la France. Donc j'étais pas français en fait, parce que il y a tellement plus de marché ailleurs que. Voilà, donc B2B, tu shootes tes clients en amont, tu fais du revenu, à toi de définir combien. Le montant. Et quand tu as validé que le marché t'intéressait, que tu as fait de l'argent, etc., là tu y vas. Et donc ça veut dire travailler la nuit. Ça veut dire qu'au début tu travailles la nuit. Si c'est un étranger qui est un pays étranger qui est loin de la France, évidemment. Si c'est l'Espagne, c'est plus simple. Ouais, c'est sûr. Voilà. Écoute, merci pour cette belle analyse sur Miro. J'ai plutôt des questions à te poser maintenant sur des conseils qu'on peut donner à des entrepreneurs. Quand on crée sa boîte, comment on peut savoir si l'idée qu'on a va répondre à un besoin du marché? Bon, on sait pas du tout. Alors, un bon entrepreneur, dans la majorité des cas, c'est pas toujours le cas, mais dans la très large majorité des cas, c'est un mec qui a de l'intuition. Donc, je te laisse définir le mot intuition. C'est compliqué, c'est un truc qui est pas palpable, mais il y a des gens qui ont une très bonne intuition, d'autres qui ont une très mauvaise intuition, probablement qu'ils ont une bonne empathie, une bonne compréhension des choses, etc. Donc le quotient émotionnel est assez développé, plus que le quotient intellectuel. Donc c'est pas forcément un mec qui a fait Polytechnique, si tu veux. C'est d'ailleurs pas forcément ceux qui font Polytechnique qui finissent par diriger les boîtes. En entrepreneuriat, c'est pas eux qui les montent. Pas toujours en tout cas. Et donc il y a beaucoup d'intuition. Et donc t'as une idée, t'as une intuition, t'as l'impression que c'est la bonne, parfois c'est la fausse, et tu te lances. Et la réalité c'est que t'en sais rien. Donc tu te lances. C'est pour ça qu'il faut se lancer avec des produits tout moches et tout pourris. Parce que s'il est pas pourri et moche ton produit, ce que tu lances. J'insiste encore une fois, je parle d'internet. Quand tu lances un restaurant, fais pas un truc pourri au début, parce que ça marchera pas comme ça. Mais dans le monde d'internet, en tout cas, et dans beaucoup d'autres mondes en réalité, il faut que tu lances un produit qui est pourri. Voilà. Ça veut dire que tu as passé peu de temps et que tu as focus juste sur les 2-3 sujets qui, tu penses, apportent une valeur, et qu'en fait, même si c'est moche et qu'il manque plein de features, ça devrait répondre à la problématique principale de ton client. Et donc, même si le reste n'est pas fait, en fait, tu devrais pouvoir vendre quelque chose. Et donc, il faut que ton premier produit soit moche. On dit souvent qu'il faut que t'en aies honte de ton premier produit. Sympa. Ouais, mais ça s'appelle un POC. Donc, une proof of concept, une preuve de concept. Tu lances ton POC, c'est pas très joli. T'as mis les taglines, donc les mots-clés principaux qui disent ce que tu fais. Mais donc là, faut être bon en marketing et t'y vas quoi. Donc d'ailleurs, tu regardes Facebook. Je sais pas si tu te souviens de Facebook au début, mais ça ressemblait vraiment à rien quoi. Voilà. Donc et je peux te citer la quasi-intégralité des produits en fait qui sont lancés ne ressemblaient littéralement à rien au début. Ceux qui ont fait des produits très beaux, ils se sont souvent plantés. Ça veut dire que tu passes 6 mois à construire un truc joli, machin, mais c'est basé que sur l'intuition. Et l'intuition, elle s'arrête à un endroit, quoi. Et donc, faut aller parler à ses clients, vendre, se prendre des tôles, comprendre que ton prix trop élevé, pas assez, qu'en fait, t'avais l'impression que c'était la vente de micro qui était hyper importante. C'est pas ça. C'est la captation son qui est importante. C'est pas le micro. Etc. Donc, comment tu fais? Tu lances ton produit et tu regardes ce qui se passe. C'est tout. D'accord. Tu lances ton podcast, tu vois si ça prend. Ok. Merci du conseil. Écoute, on va voir. Non, mais... pareil, on se pose souvent la question à savoir à quel moment on doit recruter, notamment des sales. Quel conseil tu donnerais? Est-ce qu'on doit recruter 1, 2, plusieurs? Ouais. Quels sont un peu les critères pour se dire, tiens, il faut pas qu'on recrute trop ou pas assez du coup? Bon, au global, que ce soit des sales ou autre chose, je pense qu'il faut recruter quand t'en peux plus. C'est-à-dire qu'il faut que tu stretch comme les jambes. Il faut que tu écarte ton calendrier au maximum, donc ton agenda. Il faut que tu tires dessus. Au bout d'un moment, il est tard, la nuit, t'en peux plus, t'as d'autres sujets à traiter, etc., etc. Et tu te dis, en fait, si j'ai atteint mon maximum en termes de vente à titre perso, pendant que je fais aussi tout le reste. Et donc, là, si je veux que ça grossisse, mettons que tu fasses 400 000 euros de chiffre ou 4 millions, ça dépend de chacun, ça dépend des produits et tout. Tu fais 4 millions, tu dis, je pourrais pas aller à 8 millions. Et le rôle du CEO, d'entrepreneur, c'est pas de faire de la vente en soi, c'est de grossir la boîte. Donc si tu as atteint ton maximum, c'est là que tu sais que tu dois embaucher un mec. Quand on a embauché 5, si t'es 5 mecs
Tu les as tirés au maximum. Tu sais qu'un vendeur, ça fait chez toi, ça fait 24 mois que tu travailles dessus, tu as plusieurs mecs, donc tu arrives à faire des moyennes. Tu sais qu'un vendeur, ça fait 400 000 euros. Bon, bah là, tes vendeurs, ils ont été étirés au maximum et ils font 400 000 euros. Bah, tu fais comment pour faire x2 l'année prochaine? Il faut que tu embauches des gens en plus. Voilà. Mais il faut vraiment, je crois, dans la partie élastique. Ouais, élastique, et vraiment faut étirer le truc le plus possible, faut tirer sur la corde, et là au bout d'un moment, bon, ça va casser là. Donc là on continue, on prend d'autres gens. Je pense que c'est comme ça que tu fais. En tout cas au début, hein, quand tu t'appelles Amazon ou Google, que t'as déjà 200 000 personnes, c'est légèrement différent probablement. Mais quand t'es moins de 300 personnes, on va dire, donc entre 5 et 300, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Toi qui étais un spécialiste de l'hypercroissance, comment tu gères quand elle arrive, et surtout est-ce qu'elle peut s'anticiper et se préparer du coup? Non, c'est le bordel. Il n'y a pas t'anticipes pas l'hypercroissance. D'abord, tu sais pas qu'elle va arriver. Pour commencer, t'espères qu'elle va arriver. Et alors, à rebours, c'est très sympathique de se dire qu'on savait, mais sur le moment, t'en as aucune idée. Tu vas signer 3 clients, tout d'un coup, il y a 3 clients qui tombent, ils t'ont pris c'est la vente de ta vie. Les clients, ils prennent des montants de commandes complètement délirants. Et puis là, t'es dans l'incapacité totale d'exécuter. Donc, moi, me concernant, c'était faire 3 millions d'euros de shoot en Inde. Ah, j'ai personne en Inde, comment je fais ça? Toi, te concernant, toi qui adore les micros, t'as une télé qui te commande 4000 micros et t'en as vendu 300 dans ta vie. Bon, bah du coup, t'as pas la production pour le faire. Non. Et donc, tu te retrouves là-dedans. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit que c'est le bordel. Mais pour moi, à mon sens, c'est le bordel créatif. C'est ce bordel qui fait que tu dois innover, que tu dois avancer, etc., et que tu t'arrêtes pas sur les détails. Je crois pas au process. Au process exagéré, en tout cas pas quand t'es en phase de croissance. Tu vas travailler sur des Google Sheets, donc sur des Excel pas bien faits, t'auras pas les softwares connectés, il y aura beaucoup de manuels, toi c'est un peu la crise, c'est pour ça que je dis que c'est le bordel, mais c'est un bordel créatif, c'est ce qui fait que tu vas vite. À un moment donné dans la vie de la boîte, faut savoir quand, au bout de 2 ans, au bout de 14 ans, je sais pas, tu serais surpris de ce qui se passe dans les grosses boîtes web européennes, Deliveroo, etc. Tu verras à quel point c'est encore manuel. Au bout d'un moment, notamment parce que ça te permet d'aller plus loin. Et ça dépend de chacun. Ça peut être 100 millions d'euros de chiffre, ça peut être 5, ça peut être 500, ça peut être 4 milliards. Au bout d'un moment, il faut que le bordel s'arrête. Il faut que la donnée, tu la perds. Jean-Jacques, il a pas été formé comme il fallait, etc., etc. Et donc là, tu structures. Et parfois, tu fais une pause de 6 mois. Les boards d'investisseurs, ils aiment pas ça, parce que la croissance, ça s'arrête un peu, mais tu structures. Avant, c'est le bordel. Mais il faut l'accepter. Il faut être capé pour ça. Toi qui es un expert en entrepreneuriat, quelles sont les erreurs récurrentes qu'un entrepreneur peut faire? Et comment est-ce qu'il peut les éviter du coup? Enfin, par exemple, quelles sont les 3 erreurs qu'on fait d'habitude et qu'on peut anticiper ou avec ton expérience? Alors, à la volée, parce que j'ai pas pensé à la question en avance, donc j'imagine qu'il y a sûrement pas mal de réponses. À la volée, c'est de pas fixer tes objectifs de demain en fonction là où tu veux être plus tard. La grande majorité des gens, quand je dis la grande majorité des gens, c'est 99%, quand ils travaillent, par exemple lui là-bas, quand il travaille ou quand il se pose la question dans sa vie sur ce qu'il veut, il se pose pas la question de où est-ce que je veux être dans 5 ans, et donc dans 3, et donc dans 1, et donc où je suis où dans 3 mois et qu'est-ce que je dois faire demain. Il travaille pas comme ça. Il travaille, j'ai ce que j'ai aujourd'hui et on verra bien ce que je fais demain. Donc par exemple, je continue l'exemple qu'on a donné avec les sales B2B, t'as 5 sales, t'as 5 vendeurs. Désolé pour les anglicismes, encore une fois, c'est le secteur à la con, on met les anglicismes partout. T'as 5 vendeurs, ils font tant, du coup, tu sais combien tu feras demain. Tu te demandes pas, ok, ça d'accord. Mais toi, t'aimerais faire combien à la fin d'année? Et là, tu peux poser la question, hein, c'est tout le temps la même réponse. Hein. Ah je sais pas, moi j'aimerais bien être à 1 million d'euros de chiffre d'affaires à la fin d'année. Et tu peux là faire 1 million de chiffre d'affaires? Non, c'est impossible, il faudrait des vendeurs en plus. Pourquoi tu les prends pas? Il me faut de l'argent. Et ça se trouve l'argent. Tu vois, donc premier problème, ils se demandent pas où ils veulent être à la fin de l'année dans leur vie perso déjà, mais tout simplement dans le monde du travail. Ils se demandent pas à la fin de l'année où est-ce qu'ils veulent être, et donc ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils feront demain en fonction de ça. Ils se laissent porter. Ça, c'est une grave erreur. Enfin, ça fait que t'es lent, et que t'es mou, qu'il y aura des trucs. Deuxième problème très fréquent, quand tu montes ta boîte ou quand tu montes un projet à l'intérieur de ta boîte, ça marche aussi, c'est ton bébé, le truc. Et donc même si de toute évidence ça marche pas, tu vas t'accrocher comme une moule à son rocher pendant beaucoup trop de temps. Il y en a qui restent 4 ans sur un produit qui marche pas, en ayant l'impression que c'est en rajoutant une feature ou une option au truc que ça va marcher. Je reprends le restaurant, t'es clairement dans un quartier où personne ne passe, t'es surendetté, ça fait 1 an que ça marche pas. Ouais, mais attends, à mon avis, en mettant des chaises rouges, ce sera davantage adapté au marché, ça marchera mieux. Et donc, tu repasses une année de plus en mettant des chaises rouges. Tu montes une boîte qui fait de la compta, tiens, pour reprendre ce qu'on disait, qui fait de la compta, personne n'a vraiment pris.
Tu dis ok, mais c'est parce que la compta elle est pas connectée à je sais pas quel software, et voilà. Donc tu passes 6 mois à faire ça, puis ça marche toujours pas. Et en fait c'est souvent parce que quand tu montes quelque chose, ça doit se résumer à une idée ou à une phrase et à une donnée, et que celle-là, et que cette donnée-là, cette idée-là, elle est pas assez claire, ou qu'elle rend pas à son marché. C'est pas en additionnant 50 000 features autour de ta première feature de merde que ça marche. C'est en ayant la bonne feature au début, même s'il y a pas le reste, que tu sens s'il y a un truc qui prend. Et les entrepreneurs ou intrapreneurs, c'est-à-dire à l'intérieur de boîtes, s'accrochent terriblement à leur bébé parce qu'ils ont mis leurs économies et leur énergie. C'est une grave erreur. Faut savoir couper court, même si ça fait mal, et surtout s'en foutre complètement. C'est-à-dire qu'il faut le troisième problème qui va avec tout ça, il faut pas mettre d'émotion dans le business. Pas mettre d'émotion, c'est du business. Tu perds ta femme, t'es triste, yes. Tes enfants, tes machins, etc. C'est pas cool, c'est triste, ça change la vie, là où tu te projettes. Business, c'est business. Tu rates un truc, on s'en fout. Non mais vraiment, faut vraiment s'en foutre, quoi. On s'en foutre. Il y a un autre truc qui marchera. Ça, faut couper le bruit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent aussi de l'affect. Mais de l'affect. Il y a pas d'affect. T'as essayé un truc, ça va marcher. Tu licencies des gens. C'est pas agréable, hein. Mais c'est la vie. Mais pas d'affect dans les deux sens. Les médias ne parlent que de toi parce que t'as fait une levée de fonds incroyable ou parce que etc. Il faut vraiment s'en foutre parce que ils te défonceront 12 mois plus tard quand ça ira plus. Et c'est pas les médias qui font ta boîte. Ils connaissent que ce que tu leur montres. Potentiellement, ils sont en train de dire que t'es un mec incroyable. En fait, ils ont pas conscience que c'est le bordel complet dans la boîte. Et donc, en fait, ils disent juste n'importe quoi parce que tu leur dis n'importe quoi. Et donc, magnifique, t'es un génie. Puis en fait, 12 mois après, ils diront tout l'inverse. Mais là encore, en ne comprenant pas qu'en fait, si t'as perdu de l'argent, c'est volontaire parce que etc. Et donc, dans les deux cas, faut pas être affecté. Et donc, si tu veux être un bon entrepreneur, il faut que tu fasses l'homme demain. En termes de travail, en fonction de notre en 12 mois. Il faut que tu coupes instantanément tout ce qui marche pas. Ça peut être un employé si ça marche pas, et même si c'est ton pote, il part. Et troisièmement, ça c'est lié à tout ça, il faut pas mettre d'affect. Ça reste du business, c'est pas grave. Même si ça plante, c'est pas grave. Voilà. C'est la vie. C'est la vie, ouais. Tu recommenceras. Ouais, non, mais vraiment. Mais c'est ça, on apprend et on recommence, c'est toujours un éternel. Et parfois on se plante 5 fois de suite. C'est toujours pas grave. Tant que t'es en bonne santé, c'est pas grave. Vraiment, je le pense. D'ailleurs, je monte une boîte en ce moment, ça fait 1 an que je suis dessus, ça s'appelle AK.app, du coup, on va en parler. J'ai fait une très belle première année, un peu lunaire d'ailleurs, mais je n'ai aucune idée, moi, si dans 3 ans, j'en ai aucune idée vraiment, il faut être très franc là-dessus, hein. Et donc peut-être qu'il y aura, comme ça marcherait très bien, à l'instant T, il y aura peut-être plein de journaux qui diront c'est incroyable, machin truc. Moi je sais très bien qu'en fait, j'en ai aucune idée. Et si ça se plante dans 3 ans, c'est chiant, j'aurais perdu 3-4 ans de ma vie, non pas en termes de vie ou en termes d'apprentissage, mais en termes en minima d'argent, parce que j'aurais pas gagné d'argent pendant quelques années de ça. C'est chiant, faut trouver comment, etc. ça, mais c'est pas grave. Mais il faut vraiment se le mettre là-dedans, hein, parce que faut pas juste le dire à l'oral comme ça dans des phrases mindset à la con que tu verras sur LinkedIn. Il faut vraiment le penser. C'est-à-dire que quand ça arrive, il faut dire bon, tu vois, il y a des trucs dans la vie qui sont très graves. On te coupe une jambe, oui, ça peut être genre. Tu peux faire de sport, tu perds un parent, tu perds etc. C'est grave. C'est des gens que tu reverras plus jamais. C'est grave. Et là, t'as le droit d'être triste. Mais business. Et justement, tu parles de AK, du coup. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment t'es venu cette idée et comment tu développes cette boîte, du coup, avec toute l'expérience que tu as pu avoir par le passé? Ouais, AK.app. Je dis ça parce que c'est pas bien référencé sur Internet et que du coup, ça ne se trouve pas bien. AKA.app. Mais je suis sûr que sur le montage vidéo, ça apparaîtra en gros. On mettra les textes en dessous. Comment ça m'est venu l'idée? Bon, très simple, hein. Il y a, je vais résumer ça avec des chiffres et une taille de marché. En 2024, étude de BlackRock de début d'année là, 2024, t'as 113 millions de personnes, donc d'investisseurs particuliers en Europe qui ont investi soit dans les cryptos, soit dans des actions. Donc Tesla, actions, L'Oréal, Peugeot. Et pourtant, à côté de ça, donc c'est des trucs publics, ce qu'on appelle les marchés publics. Tu vas sur Internet, tu le vois, quoi. Tu peux acheter sur Boursorama quelque chose. À côté de ça, les marchés privés, donc c'est les entreprises non cotées publiquement, donc privées. AK.app, c'est une boîte privée, c'est pas coté. La boîte qui gère ce podcast, donc ta boîte, elle est privée. Ça s'appelle le marché privé. Ça a attiré en 2024 que moins de 0,1% d'argent venu de particuliers. C'est-à-dire que 99,9% de l'argent investi dans les boîtes privées l'ont été via des fonds d'investissement. Pas de chance, c'est ce qui est le plus rentable. C'est-à-dire qu'en moyenne, toute classe d'actifs confondus, toutes, hein, immobilier, toutes, ce qui est le plus rentable depuis 20 ans, enfin, en tout cas, j'ai les chiffres sur 20 ans. Donc, depuis 20 ans, c'est l'investissement long terme, entre 5 et 15 ans, long terme sur les entreprises privées. D'accord. Et donc, je me suis dit, OK, il y a 113 millions de personnes qui sont prêtes à investir. Ils n'investissent pas là-dedans. Ce qui existe aujourd'hui,
c'est pas bien fait, donc c'est des plateformes de crowdfunding, genre de truc, un peu du Kickstarter, mais pour entreprises, où tu arrives sur des sites web où tu as 20 projets en même temps, bref, c'est mal fait, pour plein de raisons, c'est mal fait, et je vais tenter de faire autre chose et qui va servir ce projet, à savoir faire investir des gens dans des boîtes. Il y a pas mal de trucs qui sont cool à la clé. D'abord, t'aides ton pays, ce qui est sympathique. Accessoirement. Tu crées de l'emploi, etc. Mais c'est vraiment un truc, les gens investissent rarement pour cette raison-là, mais en vrai, c'est quand même un premier truc qui est vraiment cool. C'est rentable, mais surtout c'est rentable en moyenne, mais surtout t'apprends plein de trucs au passage. La différence d'investir dans Tesla et d'investir dans une boîte privée avec une solution comme AK, c'est que tu rencontres les fondateurs, tu vois des pitch decks, tu comprends comment ça marche, etc. Et en fait tu suis le parcours d'entrepreneurs qui sont, vu qu'on fait nous de l'investissement dans des boîtes qui viennent d'être créées, t'investis quasiment auprès de personnes qui sont en train de faire ce que pour beaucoup, ils aimeraient faire 12 mois plus tard s'ils voulaient monter leur boîte, tu vois. Et du coup, t'as accès à 1 million de sujets. Comment tu fais un deck? C'est un peu les questions que tu me poses. Comment tu fais un deck? C'est quoi une boîte? Et comment tu crées une chaîne de resto? Comment tu crées une software, etc. Et donc, t'apprends plein de trucs. Et j'ai rajouté à ça parce que je pense qu'indépendamment d'apprendre, ou en plus d'apprendre, ce qui est très important dans la vie, si on veut passer à l'étape d'après, que ce soit un médecin, que ce soit toi, que ce soit, etc., c'est de networker. C'est-à-dire d'être entouré de gens et de voir et de rencontrer des gens qui sont soit à la même étape que toi, mais qui se posent les mêmes questions, soit qu'ils sont au cran d'après, et donc ils peuvent y répondre à ces questions. J'ai mis une couche de network au-dessus, qui fait que je permets tous les mois, un peu partout en Europe maintenant, parce qu'on travaille un peu partout en Europe, de rencontrer des gens, concrètement, qui sont sur la plateforme, qui est par abonnement, donc c'est une sorte de club, c'est un peu un club at scale, si tu veux, à l'échelle, dans ta ville, quoi. Enfin, donc tous les mois, dans une 35-36 villes en Europe, t'as des gens qui sont câblés de la même façon, qui sont ici pour investir, yes, mais pas seulement, aussi pour apprendre plein de trucs et aussi pour rencontrer des gens un peu similaires qui vont se rencontrer. Et moi, je mets tout ça dans une app, je les aide à faire tout ça, etc. Donc, ça fait ces 3 trucs-là. Et l'objectif, c'est d'aider un peu tout le monde à passer le next step ou à construire une carrière. Et ça marche par l'argent. Notamment parce qu'on n'aura pas de retraite dans 30 ans. Donc, vaut mieux commencer à en faire soi-même. Voilà. Et je crois beaucoup à l'investissement long terme. Donc, je vais rabâcher ça à l'infini et pas l'investissement court terme. Warren Buffett, il a pas fait de l'argent en investissant dans une crypto pendant 3 jours. L'investissement court terme, ça marche pas. Alors statistiquement, tu prends 100 mecs qui investissent n'importe comment dans toutes les actions et crypto du monde. Sur les 100 mecs, t'as 3 mecs qui vont faire beaucoup d'argent. C'est statistique, hein. Et donc ces 3 mecs-là vont se faire passer pour des génies en disant j'ai investi dans telle boîte, elle a fait x12. Ouais, très bien. Statistiquement, ça arrivera toujours qu'il y ait des mecs qui fassent de l'argent. Mais concrètement, ça marche pas l'investissement court terme. C'est lié à un peu n'importe quoi, à ce que les marchés pensent de la boîte en question, de la crypto, hein, du marketing de la boîte, de est-ce que Elon Musk il a fait un bras en l'air ou un bras en bas, hop, tu perds un tiers de la valeur de la boîte. C'est lié à rien, il n'y a pas de fondamentaux. Et donc c'est la meilleure façon de perdre de l'argent. D'ailleurs, c'est marrant, je disais ce matin que les fonds d'investissement sur ce secteur-là, 92,6%, c'est beaucoup, hein, des fonds d'investissement là-dedans sous-performent les indices boursiers. C'est-à-dire que tu investis dans le CAC 40 pendant 10 ans, 92% des fonds qui prennent ton argent pour investir et choisir quelle boîte, dans quoi, machin, etc., sous-performent juste le CAC 40. C'est-à-dire l'indice sur lequel tu fais rien, tu mets ton argent et tu dors. C'est te dire un peu à quel point c'est inutile tout ça. Donc, c'est dans la dernière vidéo de Micode. J'ai vu ça ce matin. Il parle de ça m'a fait marrer. Et donc, je crois beaucoup à l'investissement long terme. Et l'investissement long terme, t'en as 2. L'immobilier, qui est pas mon métier. Mais évidemment que l'immobilier, notamment si t'as des effets de levier assez beaux à mettre en place, évidemment que l'immobilier fait du sens. Ça veut pas dire faire l'immobilier n'importe comment, et beaucoup de gens le font n'importe comment, en étant surendettés, avec des taux qui vont pas, ils font pas les calculs. Bref, l'immobilier. Et 2, c'est ce qu'on appelle le private equity. Donc c'est les entreprises privées. Mais quand tu rentres, c'est pas parce que y a eu un tweet qui a dit je sais pas quoi, parce que le fondateur, il a l'air incroyable, parce que la boîte elle répond à un vrai sujet, parce que les premiers chiffres que tu vois, ils semblent confirmer que le mec qui monte ça ou la fille qui monte ça, c'est l'exécuté. Tu dis ok, ce truc là, je pense que dans 10 ans c'est encore en vie et que la valeur va exploser. Et moi j'ai investi là-dedans et je fais investir avec moi via cette plateforme ceux qui le souhaitent. D'accord. Voilà, longue réponse. Très intéressant. Alors justement, t'as fait un beau parallèle entre le private equity et l'immobilier. Pour le coup, quand t'achètes, je sais pas, un studio par exemple, sur 20 ans, tu le loues. Tu connais un peu ta renta de départ, ton prêt bougera pas, ton loyer va augmenter un peu, donc tu sais que ta renta sera à 6-7 en moyenne, voire plus, voire moins. Ouais. Il y a quand même peu de variantes. Toi, comment tu fais? Parce que pour le coup, tu sais jamais comment une boîte peut évoluer dans un sens ou dans un autre. Donc, comment tu peux donner des conseils, en tout cas, aux gens qui investissent, et donner au moins une tendance peut-être de rendement sur. Ouais. Alors c'est pas pareil. L'immobilier c'est très safe.
Dans l'ensemble, parce que là on a perdu 10% en très peu de temps à Paris, et parfois tu fais d'investir en immobilier et pendant 25 ans, le temps que ça remonte, t'as fait zéro. Bien sûr. On oublie souvent ça, comme on a eu une forte période de croissance qui, à mon avis, en Europe en tout cas, pas sûr de se reproduire. Les prix immobiliers ont fait x4, n'importe quel idiot qui investit en immobilier en 1980 a fait beaucoup d'argent. Très bien. Ça veut pas dire que cette logique-là se répète toutes les décennies. Là, à l'instant T, avec les taux qui ont remonté et le bordel dans le monde, je suis pas certain que... Bon, c'est une moyenne. Donc, mais en moyenne, c'est ce qui se passe. Notamment si tu fais de l'investissement locatif, puisque tu mets l'argent sur 20 ans, tu sais combien le locataire te rembourse par an, et donc etc. Et donc tu peux à peu près forecaster un truc, mais attention, très très fréquemment, j'ai encore fait ça avec une amie qui se reconnaîtra si elle écoute, elle écoutera pas, mais si elle écoute, qui voulait acheter dans un truc de ski, etc. Elle n'enlevait pas l'inflation de son calcul, etc. Tu dis ça fait 6-7% en moyenne, non mais très bien, mais c'est quoi là? C'est un exemple. Non mais c'est à peu près ça, dans les beaux commerces, etc. On est plutôt sur du 5%, non mais très bien. Mettons 6-7%, 8%. Mais l'inflation elle est de combien depuis 5 ans là? 5, 6 en général. Ouais, mais elle va péter à 10 une fois, elle va être de combien sur les années à venir? Le crédit te coûte combien? Les fois où les locataires sont vacants. Compute ça sur 20 ans, et tu verras que, indépendamment de ce qu'on fait miroiter, c'est très fréquemment une très mauvaise idée à l'immobilier. En tout cas, t'es plutôt un bon vendeur. J'ai précisé quand tu le fais bien. C'est-à-dire que c'est un vrai métier. Mais les gens, notamment par une culture que nos parents nous enseignent, la pierre, parce qu'en cas de récession, la pierre elle est encore là. C'est ça qu'on nous enseigne. Tes parents disent ça, les miens ont dit ça aussi. Voilà. Et donc, notamment à 30 ans, tu vas comme premier réflexe prendre un appart immobilier, complètement. Tu dis, j'ai pas envie de dépenser mon argent dans les loyers, etc. Ok. Prends en Excel. Regarde l'appartement à superficie égale, parce que en général la superficie elle descend très largement. Superficie égale en fonction du taux d'intérêt, les travaux, combien ça te coûte vraiment, combien tu penses le revendre si tout se passe bien dans 15 ans, mettons, dans 15 ans, mais s'il te plaît l'inflation, allez, mais vraiment comme ça, que ça 3% par an, etc. Et compute. Tu verras que c'est pas du tout ce qu'on pense en général. Les gens se disent plutôt, j'ai mis 100 000 balles, j'en ai récupéré 200 000, j'ai fait plus 100 000 sur 15 ans. Ça fait x2. Ouais, super. Et l'inflation, elle a fait plus 50%, t'as mis 40 000 euros de travaux, t'as les frais de notaire. C'est ça que je veux dire. C'est simplement que, indépendamment, les gens ont l'impression de faire en général, c'est pas le meilleur placement, sauf si tu le fais bien. Et c'est pour ça que j'en fais pas, moi, l'immobilier. Mais c'est-à-dire que l'immobilier, tu connais un peu les facteurs qui arrivent, tu connais le prêt du taux. Un peu. Etc. Donc après, t'as quelques variantes. Mais d'une manière générale, c'est comme assez rare qu'une ville s'écroule ou ça fleure, mais on va dire que ça peut stagner. C'est-à-dire que quand tu investis dans une société, c'est comme très aléatoire. Ça dépend, comme tu en parlais tout à l'heure, du dirigeant, de sa stratégie. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir un peu quel taux on aura de rendement, je sais pas, dans 10, 15? Alors d'abord, j'ai perdu une petite fortune, moi, il y a 1 an sur un truc immobilier. Donc je vais te dire pourquoi, mais je sais pas si on peut. J'en fais pas, mais j'avais un appart, donc bon. Je sais pas si on peut dire qu'on. Ce qu'on peut juste dire, c'est que l'immeuble, à moins qu'il y ait une bombe qui tombe dessus, il y aura toujours le besoin de l'acheter. Enfin, l'appartement. Quelqu'un vivra bien dedans. Alors que t'investis sur Tesla peut tomber à zéro. C'est ça que tu peux dire. Donc, si tu fais une matrice de risque-rentabilité, en termes de risque, tu seras pas tout en bas à gauche de ta matrice. Alors que Tesla, quand tu rentres sur les actions publiques, pour le coup, t'en sais rien, clairement. Encore une fois, Musk, il fait un geste mal placé, et puis bam, terminé. Donc, divisé par 2. Ouais, donc ça, tu peux dire ça. En revanche, en termes de rentabilité à prédire sur l'avenir, les taux d'intérêt, on a eu une période de 15-20 ans où ça n'a pas bougé, quasiment pas bougé. Mais parce que c'est très bien, mais ça, historiquement, c'est pas ça du tout. Et là, aujourd'hui, personnellement, je suis capable de dire si le taux est à 2% ou à 6% en 2 ans. Très honnêtement. Deuxièmement, tu prévois pas non plus les guerres, les machins, etc. Tu prévois pas les virus, tu prévois pas. Alors tu vas me dire, c'est des cas de force majeure. Ok, mais tu prévois pas ça, tu prévois pas les flux migratoires de la ville, tu peux investir à un Quimper parce qu'à l'instant T ça paraît stylé et en fait tout le monde se barre. Regarde Bordeaux, ça a fait comme ça, Paris on a perdu je sais plus 100 000 personnes en quelques années là. Bon, et donc c'est pour ça d'ailleurs que tu prends Paris, ça fait moins 10%. Mais moins 10%, donc tu pars sur une base 100, pour les rattraper et revenir à zéro, faut reprendre 15 points à peu près, je sais plus, parce que tu passes de 100 à 90, donc si tu veux revenir à faut faire 15% à 90 quoi à peu près. Donc tu perds 10, faut reprendre 15%, je sais pas combien de temps ça va prendre. Et si tu reviens exactement au même truc, tu peux dire c'est safe. Ok, mais tu t'es quand même mangé l'inflation entre temps, donc c'est une vraie perte d'argent. Plus, malgré tout, les frais de notaire. Bon, je dis simplement que il n'y a pas de martingale, et que souvent les gens ont l'impression que l'immobilier c'est incroyable, alors qu'en fait, statistiquement, moi je peux te montrer, on va prendre tous tes copains et tous les miens, tu verras que la moitié a perdu de l'argent. C'est ça que je veux dire. L'investissement long terme dans les entreprises. D'abord, tu parles de 6 à 8%, je sais plus, c'est effectivement une moyenne. À peu près. Ouais, c'est à peu près la moyenne selon les pays de star, on va dans ces ordres-là. Sur les pays occidentaux, donc je me souviens plus précisément la zone, mais on va dire l'Europe, sur les 20 dernières années, étude McKinsey 2023, la moyenne d'investissement en private equity, c'était plus 23% par an. Voilà. Ensuite, c'est pas la même logique. Il faut que tu investisses sur plusieurs boîtes.
En vrai, moi, je recommande une dizaine. Ça s'appelle couvrir son risque. Sur une dizaine de boîtes, t'es relativement bien couvert et tu risques d'en avoir 3 qui plantent. Et quelle somme tu conseilles d'investir dans une boîte, par exemple, ou sur J'ai ouvert ma boîte là pour permettre des investissements minuscules, donc minuscules à partir de 1 000 euros. Je pense pas que c'est un investissement par boîte. C'est combien de toi tu veux investir tout court. Et je dirais entre 10 et 20% de ce que tu veux investir au global. Tu vois, si t'as 20 000 euros de côté, je te dirais investis 2-3 4 000 euros. Je te dirais pas plus que ça pour 2 raisons. D'abord parce que ça peut faire x10, mais que ça apporte de l'argent et c'est cool. Deuxièmement parce que j'insiste là-dessus, t'apprends beaucoup plus d'autres choses que la simple renta de ton asset, de ton actif, à l'inverse de l'immobilier ou d'autres sujets comme ça. C'est que je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça et se servir de cet investissement-là pour devenir un meilleur entrepreneur ou une meilleure personne dans sa carrière. Et j'insiste beaucoup là-dessus, ça ne t'apporte pas que de l'argent. En tout cas, c'est là-dessus que je parie. La moitié de mon bénéfice ou mes pertes, mon bénéfice du coup, passe sur des sujets qui ne sont pas de l'invest pur, qui sont comment je me sers de ces investissements pour faire apprendre aux gens des trucs. Donc c'est un point important. Et donc oui, pour répondre à ta question précisément, on compare ça à l'immobilier. L'immobilier, si tu veux acheter un appartement de 300 000 euros, en général, il faut que tu aies 20% d'apport. Voilà, donc on va dire ça veut dire que tu as mis 60 000 euros sur la table. Si tu as 60 000 euros sur la table, je te dirais, à apporter, je te dirais mes 15-20. Voilà. La question, c'est est-ce que tu peux recommencer ça, voilà. Tu viendras jamais riche en mettant 15 000 euros. Hein. Tu peux faire un foison, mais bon, on va enlever ces. En IMO, c'est rare. Et en IMO aussi. Alors en IMO, tu bénéficies quand même de l'effet de levier. De l'effet de levier qui est intéressant. C'est pour ça qu'il faut prendre un Excel et faire les choses bien. C'est-à-dire que tu peux mettre 60 000 euros en question, attendre 20 ans et récupérer 300. Tu peux dire, voilà, t'auras eu quand même plein de coups au milieu, mais là, t'as pas d'effet de levier. T'as juste un rendement qui est bien plus fort en moyenne. Donc il faut que tu computes ça. Je pense qu'à partir de 5 000 euros, faut y aller. Concrètement, si possible, 5 000 euros par an. Si possible. Parce qu'au bout de 10 ans, tu auras mis 50 000 euros et tu vas commencer à vraiment générer de l'argent. Merci Thomas pour ces réponses très intéressantes. Un dernier conseil pour les gens qui aimeraient investir dans AK. Est-ce que du coup, il y a des typologies ou des thématiques de boîtes dans lesquelles il faut investir pour l'avenir? Et ensuite, sur quelle durée faut-il investir? Est-ce que c'est un peu comme un crypto où on dit qu'il vaut mieux attendre par rapport au fait que parfois ça peut monter, ça peut descendre. Donc voilà, quels sont les deux conseils en termes de durée et en termes de thématiques que tu donnerais? Durée, ça dépend. J'ai envie de te dire 30 ans, en vrai. Les plus grandes fortunes sont faites avec des investissements vraiment long terme, mais 30 ans, c'est beaucoup trop pour beaucoup de gens. Donc plus raisonnablement, en tout cas, c'est ce que je fais moi à titre perso, c'est des durées entre 5 et 10 ans. Voilà, tu mets... j'en sais rien, ça dépend de ses moyens. Tu mets 100 000 euros, 500 000 euros, ça dépend combien t'as. Tu mets 100 000 euros sur quelques boîtes, 5, 10 boîtes, et t'attends. T'attends 5 à 10 ans. Si tout se passe bien, tu vas commencer à faire pas mal d'argent, parce que t'en as 3 qui vont planter, mais une qui va faire x6, voilà. Donc je dirais ça. Encore une fois, je crois pas aux investissements à court terme comme ça, à moins d'avoir un tuyau, et ça s'appelle du délit d'initié. Concrètement, à moins d'avoir un tuyau. Voilà. Non, mais ça arrive, alors, si, c'est du délit d'initié. Mais bon, si t'as un tuyau, fais ce que tu veux avec, et là, pour le coup, tu peux battre le marché, sinon le marché, il gagne toujours le marché. Donc je dirais 5 à 10 ans. Les sujets, t'as deux configurations. T'as la configuration où tu veux apprendre et investir, et donc là tu peux rentrer dans un peu ce que tu veux, mais il faut que tu gardes en tête que vu que tu connais pas bien le sujet, tu risques de faire des petites bêtises au début. C'est ce que j'ai fait, c'est ce que je recommande très largement, mais ça dépend de ton profil de risque. Et s'il fallait vraiment être dans la profitabilité pure de ton investissement, ce que je peux très bien comprendre, j'investirais uniquement dans ce que je connais. Donc t'es restaurateur, t'investis dans des boîtes qui montent des restos ou qui font des trucs pour les restaurants. Ça peut être qui vendent des ronds de serviettes ou tu vois qui montent des filiales de restaurants, enfin des réseaux de restaurants, parce que tu connais le sujet et on te la fera pas à l'envers. Si le mec te dit ouais, alors moi j'ai un taux de remplissage de mon restaurant de 95%, ça fait 8 ans que tu fais ça, tu sais très bien que 95% ça arrive 2 fois à Noël et à Saint-Valentin et sinon c'est mort. Donc tu verras les douilles dans ce qu'on te propose, et donc tu sauras évaluer le dossier qu'on te présente. Et c'est pareil sur tous les sujets. Moi, j'ai commencé à investir dans de la marketplace software, de l'IA, des sujets que je connais très bien, parce que compliqué de me la faire à l'envers. On peut quand même te la faire à l'envers. Un très bon vendeur, il peut te la faire à l'envers. Mais dans l'ensemble, t'enlèves beaucoup des risques. Et donc là, c'est vraiment est-ce que tu crois au type et est-ce que tu crois à son exécution. Mais les chiffres qu'il te présente, le marché, son avis, etc., là non. Pareil, même dans l'immobilier. Je reviens là-dessus parce que pourquoi pas. T'es parisien. Tu commences dans l'immobilier, j'irai pas investir à Quimper. Alors tu vas tomber sur un mec qui va te dire mec, la ville est en croissance incroyable, regarde ces chiffres-là, plus 33% de mecs ont déménagé cette année, en plus ils vont foutre je sais pas quelle usine en périphérie, ça va booster le marché du travail, etc. Ouais, mais en vrai, tu connais pas Quimper.
t'en as aucune idée. Donc tu vas te faire avoir parce que les gens à qui tu parles sont là pour te vendre quelque chose, on va pas dire que c'est nul. Donc dès que tu parles à un mec qui te vend quelque chose, tu vas te faire avoir. Donc faut être en force de négociation, en force de compréhension pour dire attends, sur ce point-là, non, je suis pas d'accord là. L'hypothèse elle est absurde, etc., etc. Donc je te dirais investis dans ce que tu connais. Tu commences là-dessus. D'accord. En tout cas. Et après, progressivement, si tu as envie d'agrandir tes chakras, d'ouvrir tes chakras, et d'aller voir d'autres sujets qui peut-être ont des meilleurs ratios de rentabilité, parce que la restauration, les multiples sont bien, mais sont pas hyper élevés, alors que dans l'IA, tu peux faire du x100, bah vas-y progressivement. Il faut pas 100 000 euros dans une boîte qui fait de l'IA, dans laquelle tu comprends littéralement rien, et tu peux pas savoir si le mec est en train de te dire n'importe quoi. Voilà. J'ai une dernière question, je sais pas si tu accepteras de me répondre, mais je la pose quand même. Imaginons là, j'ai 10 000 euros, je rentre chez moi ce soir, je me connecte sur AK. Ouais. Je les mets dans quelle société? Alors ça marche pas comme ça. Ah. Parce que je veux pas que tu fasses ça. D'accord. Ça c'est ce qui se passe si tu vas sur une plateforme de crowdfunding, Tudigo, peu de pub pour mes concurrents. C'est pas vraiment des concurrents d'ailleurs, justement on fait pas la même chose. Complémentaire. Ouais, c'est même pas des concurrents, je me pitch pas comme une plateforme d'investissement. Ça paraît fou, mais je me pitch pas comme ça. D'ailleurs, j'écris en gros, je suis pas une plateforme d'investissement, je suis d'autres trucs. Dedans, on fait de l'invest, et dedans, le but c'est de faire de l'argent, mais je suis pas une plateforme d'investissement. Alors, comment je vais dépenser 10 000 du coup chez donc, si tu vas sur Tudigo, t'arrives, t'as 20 boîtes, et là, je peux te dire, bah, là-dessus, j'irai choisir tel critère. Tu vas chez AK, ça marche pas comme ça. Je te présente toutes les 3 semaines une opportunité que j'ai choisie, que j'ai analysée, et que j'ai, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, je fais le travail à ta place. D'accord. T'es pas obligé d'entrer sur toutes les boîtes, je vais t'en présenter 20 dans l'année. Ne fais pas 20 investissements, c'est absurde. Fais-en 5, 7, 8, 10, même, voilà, 5, 7. Et donc sur ces boîtes-là, il y en a sur lesquelles tu auras une meilleure affinité, il y en a que tu comprendras mieux justement, sur lesquelles tu auras l'impression que cette boîte-là est incroyable, le fondateur il est fou, tu feras ton choix. Par contre moi j'ai une équipe d'investissement qui fait que ça, qui négocie les conditions pour toi. D'ailleurs, très important, un sujet plus vaste, mais comme on est beaucoup, on peut négocier des choses, canalise les boîtes et qui après fait un audit de la boîte, s'assure que la boîte elle est pas en train de dire n'importe quoi, etc. Donc je pense que c'est la seule façon de faire de l'argent, c'est en allant pas sur une plateforme où il y a des dizaines de projets en même temps. D'abord parce que il n'y a pas des dizaines de projets en même temps qui sont bien, c'est pas possible. Donc ça veut dire qu'il y a un problème quelque part et que le travail est pas fait. Et deuxièmement parce que surtout si tu fais ça depuis moins de 5 ans, il vaut mieux être avec quelqu'un qui passe du temps à analyser les chiffres. Voilà, à ta place. Parfait. Eh bien, merci Thomas pour ces conseils avisés pour les gens qui nous regardent. Je suis vraiment très impressionné par ta carrière, ce que tu as fait sur Miro, et on te souhaite une très belle réussite et autant peut-être que sur Miro avec AK du coup. Et je te dis à très bientôt. Et bah si Dieu veut, merci.